C'est une longue marche pour affronter la colère de la justice américaine pour Nicolás Maduro. Ils sont conduits menottés depuis un hélicoptère, entourés d'agents fédéraux lourdement armés. Les États-Unis viennent de donner une véritable leçon des opérations spéciales. Un dictateur en place depuis 13 ans a été renversé, en seulement quelques heures. Nicolás Maduro est passé du statut de personne la plus puissante du Venezuela à celui d'accusé dans un tribunal de New York. Mais comment les États-Unis ont-ils réussi cela ? À 2h du matin, le 3 janvier, le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro a été soudainement réveillé par un cauchemar inattendu. 150 avions américains ont pénétré dans l'espace aérien vénézuélien, frappant des cibles militaires clés, tandis que certaines parties du pays sombraient dans l'obscurité. Avant que Maduro ne réagisse, les forces spéciales américaines étaient déjà à sa porte. Quelques minutes plus tard, lui et sa femme ont été emmenés en hélicoptère dans la nuit. Mais comment capturer un chef d'État en exercice dans son propre pays sans perdre aucun soldat ? Dans cette vidéo, nous expliquerons comment une telle opération est possible et pourquoi elle effraie les rivaux de l'Amérique. L'histoire commence en réalité plusieurs mois plus tôt, en août 2025. Les États-Unis ont lancé le plus important renforcement militaire en Caraïbes méridionales depuis des décennies. Porto Rico, un territoire non incorporé des États-Unis très proche du Venezuela, est devenu une base militaire avec des chasseurs F-35, des drones MQ-9 Reaper et bien plus encore. Les États-Unis ont même rouvert la base navale Roosevelt Roads sur l'île, qui était fermée depuis 2004. La marine américaine a déployé un porte-avions et de nombreux navires de guerre dans la mer des Caraïbes, mobilisant un quart de ses forces navales présentes. Plus tard, l'US Air Force a même fait voler des bombardiers B-52 dangereusement près des côtes vénézuéliennes. Il était clair ce que ces forces tentèrent d'accomplir. Présents pour adresser un message à Maduro, car le président Trump n'apprécie pas le dictateur vénézuélien. Il y a 1 an, il l'a accusé de faciliter le trafic de drogue vers les États-Unis. Il a dit que Maduro soutenait le cartel vénézuélien Tren de Aragua, qu'il avait désigné comme organisation terroriste étrangère. En août, l'administration a offert 50 millions de dollars pour Maduro. Puis en novembre, elle lui a lancé un ultimatum pour qu'il quitte le pouvoir. Trump voulait clairement son départ. La campagne de pression militaire a commencé à devenir plus sérieuse. Dans une campagne controversée, l'armée américaine a poursuivi des dizaines de bateaux qui transportaient prétendument de la drogue, tuant au moins 115 personnes. En décembre, les États-Unis ont bloqué tous les pétroliers sanctionnés liés au Venezuela, saisissant ceux qui tentaient de contourner les règles. Cela a supprimé une source vitale de revenus pétroliers pour le gouvernement vénézuélien. Pour finir l'année, la CIA a même mené une frappe de drone contre une installation portuaire vénézuélienne, prétendument utilisée par le cartel Tren de Aragua. En constatant cela, le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro a pris des mesures de sécurité. Il a commencé à alterner entre 6 et 8 endroits, craignant d'éventuelles attaques. Il a aussi supplié les États-Unis de ne pas envahir, rallier ses partisans et former des civils à une possible guerre de guérilla en cas d'invasion terrestre américaine. Manifestement, il n'a pas pris la menace assez au sérieux. En août, il a défié Trump lors d'un discours enflammé, disant « Qu'il vienne me chercher, je l'attendrai à Miraflores, qui est le palais présidentiel vénézuélien. » Il a même ajouté « Ne sois pas en retard, lâche !» Une autre fois, il s'est mis à danser devant des étudiants sur une chanson dont les paroles disaient « Pas de guerre, oui à la paix ». Il imitait les célèbres mouvements de danse de Trump, qui, paraît-il, n'a pas du tout apprécié. Maduro a refusé de conclure des accords avec les États-Unis, malgré une ligne de communication ouverte. Lorsqu'on lui a proposé un passage sûr pour quitter le pays en novembre, Maduro a rejeté l'offre, disant à ses partisans qu'il ne voulait pas d'une paix d'esclaves. Mais avec le recul, un tel accord aurait été généreux. Vous voyez, en arrière-plan, les États-Unis se préparaient déjà à quelque chose de bien plus létal, l'opération Résolution absolue. La mission visait à capturer le dirigeant vénézuélien et sa femme Celia Flores pour les traduire en justice aux États-Unis. Maduro a découvert que l'opération était méticuleusement planifiée et très efficace. C'était la première intervention américaine de ce genre en Amérique latine depuis la guerre froide, la dernière ayant été l'invasion éclair du Panama en 1989. Mais en termes de risque pur et d'exécution sans faille, cette visite surprise à Maduro appartient à la même catégorie que l'opération au cours de laquelle l'équipe 6 des Navy Seals a traqué Oussama Ben Laden. Les préparatifs de la mission ont commencé en août 2025, avec une équipe d'agents de la CIA en infiltration. Ils se sont discrètement introduits à Caracas pour recueillir des renseignements sur Maduro. C'était un travail dangereux, parce que l'ambassade était déjà fermée, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une couverture diplomatique. Mais l'équipe a reçu de l'aide d'un informateur proche de Maduro, et d'une multitude de drones furtifs qui survolaient Caracas. Après des semaines de surveillance, ils connaissaient tout du dirigeant vénézuélien, ses déplacements, ses repas, même ses animaux de compagnie. Imaginez. Pendant ce temps,
la Delta Force s'entraînait aux États-Unis. Au Kentucky, le commandement des opérations spéciales avait bâti une réplique grandeur nature de la maison sécurisée de Maduro. Les commandos de la Delta Force répétaient leurs itinéraires pour capturer rapidement le dirigeant vénézuélien. À force d'entraînement, enfoncer la porte en acier était devenu un réflexe. En même temps, le prestigieux 160e régiment d'aviation des opérations spéciales s'entraînait lui aussi sans relâche pour la mission. On les surnomme les Night Stalkers, et ce n'est pas pour rien. Ils sont spécialisés dans l'infiltration de zones à haut risque, facilitant des missions comme insertion, extraction et raid. Les mois précédant la mission, ils s'étaient entraînés près des côtes du Venezuela, probablement à l'insu des Vénézuéliens. Alors que l'opération Résolution Absolue se préparait, tous les aéronefs nécessaires aux opérations spéciales furent déployés dans la région. Les États-Unis ont envoyé des avions de guerre électroniques, des drones Reaper, des hélicoptères de recherche et de sauvetage, des avions de chasse, et bien plus encore. Tout était prêt à partir. À l'époque, seuls quelques-uns savèrent que cela arrivait. Un cercle restreint de l'administration Trump, les hauts responsables militaires et les forces spéciales étaient informés. Le Congrès américain a été tenu à l'écart car, selon Trump, il divulgue souvent des informations. Le 23 décembre, les États-Unis ont offert une ultime chance à Maduro. On lui a proposé d'aller en Turquie où les États-Unis le laisseraient tranquille. Mais Maduro a rejeté l'offre avec colère, refusant de donner accès au pétrole vénézuélien ou de faire des compromis. À ce moment, le président Trump lance l'opération Résolution Absolue le jour de Noël, autorisant la mission mais laissant le choix du moment au Pentagone. Exactement comme l'a expliqué plus tard le plus haut gradé militaire américain, le général Dan Kane, il ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre le bon moment pour frapper. Il a répété cela pendant Noël et le Nouvel An. Les militaires américains étaient prêts, attendant que les bons éléments soient réunis, et l'ordre du président. La frappe devait idéalement avoir lieu pendant les fêtes, quand de nombreux militaires étaient en permission, mais plusieurs conditions étaient nécessaires. L'armée américaine devait d'abord maximiser l'effet de surprise et s'assurer que le gouvernement vénézuélien ignorait leur arrivée, sinon les Vénézuéliens pourraient se préparer. Cela met en danger les troupes américaines et accroît l'effusion de sang. Il devait aussi confirmer que Maduro et sa femme étaient à bien dans la maison sécurisée. Ils s'étaient entraînés à l'assaut. Elle était située au cœur de Fortuna, la base militaire la plus fortifiée du Venezuela à Caracas, car elle était éloignée des civils. Capturer Maduro à cet endroit pouvait minimiser les pertes civiles. Mais le surprendre dans sa maison sécurisée n'était pas la partie la plus difficile. Le véritable obstacle, c'était la météo. Le ciel au-dessus du Venezuela devait s'éclaircir, mais plusieurs jours de mauvais temps ont retardé la mission. Le 31 décembre, il y a même eu un faux départ. Trump a autorisé l'opération, mais les commandants ont reçu l'ordre de se retirer au dernier moment. Pour une telle mission, des conditions parfaites étaient impossibles. Quand le temps s'est éclairci et que Maduro est rentré chez lui sans se douter de la suite, les commandants américains ont soudain eu une opportunité. Le vendredi 2 janvier à 16h30 de l'Est, les États-Unis ont envoyé leurs premiers moyens aériens, après que l'armée ait surveillé les conditions pendant 6 heures. Ils étaient confiants. Le président Trump a été appelé à Mar-a-Lago et à 22h46 de l'Est. Il a donné le feu vert final avec ces mots. « Bonne chance et que Dieu vous accompagne ». Le président Trump n'avait pas besoin d'être dans la salle de crise. Il a suivi l'opération en direct depuis sa résidence en Floride grâce à des images en temps réel. Son groupe de spectateurs comprenait le directeur de la CIA, John Ratcliffe, le secrétaire d'État Marco Rubio et le général Dan Kane, qui commentèrent l'opération en direct. Trump a déclaré plus tard que c'était une chose incroyable à voir et qu'il l'avait regardé littéralement comme s'il regardait une émission de télévision. L'opération a débuté quand Caracas, capitale du Venezuela, a été plongée dans l'obscurité en pleine nuit. Le président Trump a affirmé que l'extinction des Lumières était due à une expertise que nous détenons. Il faisait sombre, c'était mortel. L'expertise évoquée par Trump concerne la cyberguerre. Les États-Unis ont piraté le réseau énergétique du Venezuela, provoquant une coupure de courant. L'obscurité a permis à 150 avions de se déplacer sans être repérés. Cela comprend des drones, des chasseurs, des bombardiers, des avions de reconnaissance, etc. Donald Trump a déclaré à Fox News que chaque situation avait son avion de chasse. À 2h du matin, des explosions ont secoué le Venezuela. Des vidéos en ligne montrent des panaches de fumée à Caracas et un convoi d'hélicoptères volant bas. Les habitants se sont réveillés sans savoir ce qui se passait. Une journaliste de la BBC a rapporté avoir entendu une forte explosion et vu un grand nuage de fumée alors que des avions et hélicoptères survolaient la ville. La nouvelle s'est vite répandue dans le monde, révélant un événement majeur. Les États-Unis ont visé plusieurs installations radars, radio et de défense aérienne. C'était une opération SEAD de suppression des défenses aériennes ennemies, digne d'un manuel.
Les États-Unis ont également frappé plusieurs autres cibles, comme la base aérienne Miranda, à 10 miles au nord du centre de Caracas, l'aéroport Hirot à l'est, et le port stratégique de Guaira, près de la capitale. Mais les frappes ont également touché Fort Tayrona, le complexe militaire fortifié de Caracas, où se trouvait la planque de Maduro à 1h58 locale. Des images montraient plusieurs explosions et incendies, un habitant disant que les déflagrations ont duré 1 heure. Des images sur les réseaux sociaux montraient aussi Fort Tayrona en flammes avant et après. Des images satellites de Ventor ont révélé d'importants dégâts. Des bâtiments, véhicules et équipements ont été détruits. 2 entrepôts à toit rouge ont été totalement anéantis. Un bâtiment de sécurité à l'entrée a aussi été touché lors d'une frappe sur un bunker souterrain dans la colline. Les images montraient un cratère de 9 mètres de large. Maduro a été complètement pris au dépourvu, mais il n'a pas eu le temps de réagir. Les frappes à pause ont ouvert la voie aux Night Stalkers pour intervenir à bord d'hélicoptères MH-60 et MH-47 modifiés. Les Vénézuéliens ont ouvert le feu, mais ont vite été vaincus par la supériorité de leurs adversaires. Un hélicoptère américain touché a pu continuer à voler. Les Night Stalkers ont vite déposé la Delta Force à la planque de Maduro, où ils ont sauté des hélicoptères pour accomplir leur mission à 2h01 du matin. Heure locale, ils ont fait exploser la porte en acier et atteint Maduro en 3 minutes. Maduro avait de nombreux gardes du corps cubain car il ne faisait pas confiance à ses concitoyens pour sa sécurité, mais ces gardes n'avaient aucune chance. Maduro a tenté de fuir dans une pièce sécurisée en acier. Les forces Delta avaient un chalumeau, et Trump pensait qu'elles auraient fait sauter la porte en 47 secondes. Ils avaient même un négociateur du FBI spécialisé dans les prises d'otages, au cas où il n'aurait pas pu l'atteindre. Mais tout cela s'est avéré inutile, car Maduro n'a même pas réussi à entrer assez vite dans la pièce sécurisée. Trump a dit qu'il avait atteint la porte, mais qu'il n'avait pas réussi à la fermer. Il a été bousculé si rapidement qu'il n'a même pas pu entrer dans cette pièce. Ça devait être palpitant à regarder. À peine 5 minutes après être entré dans la planque, les commandos Delta avaient Maduro et sa femme en garde à vue. L'opération fut rapide et brutale, et des images ultérieures montrèrent la planque à moitié détruite par les combats. Avec les cibles entre leurs mains, les forces Delta se sont rapidement précipitées dehors et ont embarqué le couple à bord des hélicoptères. Puis le long voyage de Maduro, 3400 km vers les États-Unis, a commencé. Les hélicoptères ont quitté le Venezuela à toute vitesse et ont survolé la mer des Caraïbes, en direction de l'USS Iwo Jima, stationné à environ 160 km au large des côtes vénézuéliennes. À 4h29 locale, ils ont atteint le navire, et Maduro ainsi que son épouse ont été transférés à bord. Trump a ensuite affirmé sur Fox News que c'était un beau vol et qu'ils ont sûrement adoré. Il a aussi publié sur les réseaux sociaux une photo marquante de Maduro menotté, et les yeux bandés sur un navire américain. L'USS Iwo Jima a ensuite mis le cap sur la baie de Guantanamo, où le couple a été discrètement transféré dans un avion 757 du FBI. Ils ont ensuite été acheminés par avion vers la base de la garde nationale aérienne de Stewart à New York. Une fois sur place, des images vidéo ont montré Maduro escorté hors de l'avion et conduit vers un hélicoptère qui l'attendait sur le tarmac. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère s'est posé sur un héliport à Manhattan, où Maduro a été escorté sous haute sécurité jusqu'au siège de la DEA. Plus tard, Maduro et son épouse Flores ont été transférés au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où ils ont été détenus jusqu'à leur première comparution au tribunal. Selon le président Trump, le 5 janvier, ils ont été escortés à un palais de justice à Manhattan par véhicules blindés et hélicoptères pour affronter la justice américaine. Pour répondre à un acte d'accusation de 25 pages visant Maduro, son épouse et d'autres, il a dû se défendre 2 jours avant contre des accusations de trafic de drogue et de narcoterrorisme. Lors de l'audience, Maduro a affirmé au juge avoir été kidnappé et déclaré « Je suis innocent, un homme honnête et toujours président de mon pays ». Mais l'avenir de Maduro pourrait ressembler à celui du dictateur panaméen Manuel Noriega, qui a été capturé par les États-Unis en 1990. Il a également été accusé d'une vaste opération de trafic de drogue, et finalement condamné à 40 ans de prison en 1991, où il était resté jusqu'à son décès en 2017. Maduro, 63 ans, pourrait subir le même sort. Globalement, l'opération Résolution Absolue fut l'une des opérations militaires spéciales les plus impeccables jamais vues. L'armée américaine n'a perdu aucune vie. Seulement quelques blessés, aucun matériel perdu, et l'opération a duré quelques heures. Comme l'a dit plus tard le général McCain, la force d'interpellation a agi avec rapidité, précision et discipline. De retour au Venezuela, la vice-présidente Delcy Rodriguez a remplacé Maduro, et elle a prêté serment en tant que présidente intérimaire. Elle semble essayer de rallier les États-Unis à sa cause, affirmant qu'elle est prête à travailler avec eux, et qu'elle souhaite aller vers une relation équilibrée et respectueuse. Le président Trump a affirmé qu'elle n'a pas le choix, sachant que les États-Unis pourraient aussi la viser. Il a ajouté que le sort du pays dépendrait des États-Unis.
Il a dit qu'on ne peut pas risquer de laisser quelqu'un diriger et reprendre ce qu'il avait laissé. Pourtant, selon mes recherches, l'emprise de l'Amérique paraît incertaine. Malgré le chaos, l'armée vénézuélienne reste opérationnelle. Le ministre de la Défense a juré de poursuivre le combat contre ce qu'il qualifie d'invasion étrangère. Donald Trump n'a pas exclu l'envoi de soldats américains au sol, bien que cela contredise ses promesses de ne plus faire la guerre et pourrait être désastreux. Des gens ont fait remarquer que les opérations de changement de régime ont souvent échoué, comme l'ont montré les exemples de l'Irak, de la Libye ou de l'Afghanistan. S'en prendre à un dirigeant est une chose, décider de l'avenir d'un pays en est une autre. Marco Rubio a contesté cela, disant qu'il faut arrêter de comparer les pommes du Moyen-Orient aux oranges de l'hémisphère occidental. Seul le temps dira si une seconde intervention américaine aura lieu, et si elle réussira ou non. Mais l'intervention américaine n'est pas la seule menace de chaos au Venezuela. Un effondrement interne est aussi un risque réel. Des simulations militaires ont déjà prédit que si le dirigeant vénézuélien était éliminé, cela pourrait provoquer une crise massive de réfugiés, avec des groupes rivaux se battant pour le contrôle. La Colombie et le Brésil ont donc renforcé leurs frontières par crainte de la suite. Dans le meilleur des cas, le Venezuela organiserait enfin de vraies élections, où il pourrait installer le président qui a remporté le scrutin de 2024 avant que Maduro ne le vole, à savoir Edmundo González. María Machado, leader de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix, soutient cela. Mais ce rêve reste incertain, des vestiges du régime étant toujours au pouvoir. À l'international, les réactions face à la chute de Maduro par les États-Unis sont très partagées. La vaste communauté d'exilés vénézuéliens est évidemment très heureuse que le dictateur soit parti, mais beaucoup affirment aussi que cette intervention est une violation flagrante du droit international. Selon un haut responsable vénézuélien, au moins 40 personnes ont été tuées samedi, dont plusieurs civils, et la base légale de l'attaque a suscité beaucoup de controverses. L'Union européenne, même si elle ne reconnaît pas Maduro comme un dirigeant légitime, a appelé au respect du droit international. Le Brésil a ouvertement condamné les États-Unis pour ingérence politique, affirmant qu'ils avaient franchi une limite inacceptable. La Chine s'est dite choquée et a fermement condamné l'action. La Russie a exigé la libération de Maduro, même si elle envie sans doute la manière dont les États-Unis mènent leur opération militaire spéciale. Les États-Unis justifient l'intervention par l'accusation de trafic de drogue. S'il a aidé à faire passer de la drogue aux États-Unis en soutenant des gangs comme Trinidad Aragua, il menacerait la sécurité nationale américaine, donnant ainsi aux États-Unis un droit de légitime défense. C'est pourquoi il est crucial pour le président Trump que Maduro soit condamné. Cependant, il est évident que l'affaire ne portait pas seulement sur la drogue. D'abord, il existe une raison idéologique à la capture de Maduro. Le Venezuela, avec Cuba et le Nicaragua, a formé un axe du socialisme rappelant la guerre froide, la Colombie étant également un partenaire proche. Maduro a volé les élections truquées de 2018 et 2024 de son pays, transformant celui-ci en une horrible dictature avec une répression politique, l'absence d'état de droit et des dizaines de milliers d'exécutions extrajudiciaires. Pendant des années, Washington, surtout les républicains faucons, ont méprisé Maduro et son prédécesseur Hugo Chavez. Le règne de Maduro a entraîné la plus forte migration de masse de l'hémisphère occidental, 8 millions de personnes ayant quitté le pays en 10 ans. Trump n'apprécie pas les problèmes que cela cause aux États-Unis concernant la migration illégale. De plus, les socialistes vénézuéliens ont nationalisé l'industrie pétrolière, saisissant des équipements d'entreprises américaines. Cela nous conduit à la seconde raison politique, le contrôle des ressources pétrolières. Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole au monde, et les raffineries du Golfe des États-Unis sont conçues pour traiter son brut lourd. Le président Trump l'a un peu révélé lorsqu'il a déclaré que les États-Unis commenceraient à s'impliquer dans la reconstruction de l'industrie pétrolière vénézuélienne juste après avoir renversé Maduro. Washington aime jouer les gendarmes du monde, surtout quand il y a du pétrole. Mais géopolitiquement, cette décision est très logique. Contrôler le pétrole vénézuélien est un atout essentiel pour les États-Unis en cas de guerre contre la Russie et la Chine. Si les États-Unis accroissent la production pétrolière vénézuélienne, les prix du pétrole pourraient baisser et réduire les revenus de la Russie. Les États-Unis disposeraient d'un avantage face à la Chine, qui dépend du pétrole vénézuélien pour une partie de son énergie. Si la Chine menaçait les intérêts américains, les États-Unis pourraient réduire son approvisionnement en pétrole. À une époque où la Russie redéfinit les frontières par la force et où la Chine sabote l'économie mondiale tout en lorgnant sur Taïwan, jouer strictement selon les anciennes règles est une stratégie perdante, et il y a plus en jeu que le simple pétrole. Avec la stratégie de sécurité nationale de 2025, le président Trump a introduit un corollaire Trump à la doctrine Monroe du XIXe siècle. Cela montre que les États-Unis veulent dominer l'hémisphère occidental et exclure les autres puissances. Cette doctrine est restée constante. Et que les autres pays des Amériques l'acceptent ou non, elle va faire son retour.
Dans un monde multipolaire où plusieurs pays rivalisent, les États-Unis n'accepteraient jamais que des adversaires s'installent dans l'hémisphère occidental. Vu ainsi, il n'est pas étonnant que le Venezuela ait été ciblé en premier. En 2025, Vladimir Poutine et Nicolás Maduro ont signé un partenariat stratégique et un traité de coopération. Et la même année, ils ont signé 42 accords bilatéraux de coopération. La Russie a fourni des systèmes de défense aérienne au Venezuela, peu efficaces lors de l'opération américaine. Les relations avec la Chine ont débuté avec l'accord pétrole contre prêt. La Chine a financé le Venezuela avec des milliards contre du pétrole et a renforcé leur alliance face à la concurrence croissante avec les États-Unis. Quelques jours avant la chute de Maduro, la Chine a publié un livre blanc sur l'Amérique latine et les Caraïbes, affirmant qu'elle ne céderait rien aux États-Unis dans la région. Ironiquement, la veille de la capture de Maduro, le président vénézuélien a reçu l'envoyé spécial chinois pour l'Amérique latine. Pourtant, les liens du Venezuela avec l'Iran restaient les plus préoccupants. En 2022, l'Iran et le Venezuela ont signé un accord de coopération de 20 ans. Par l'intermédiaire d'une organisation paramilitaire des gardiens de la révolution et de leur groupe terroriste Hezbollah, l'Iran a aidé à faire passer en contrebande du pétrole vénézuélien sous sanctions. Le régime vénézuélien survit ainsi et fournit des liquidités aux Iraniens pour financer leurs opérations hors des bilans officiels. Le Hezbollah joue un rôle clé dans le trafic de drogue vénézuélien, qui est l'une de ses principales sources de revenus. L'Iran est devenu l'une des principales sources d'armes pour le régime vénézuélien, avec des armes iraniennes qui s'accumulent en Amérique du Sud. Évidemment, les États-Unis n'allaient jamais accepter cela. Le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé « Nous ne laisserons pas l'hémisphère occidental devenir une base pour les adversaires, concurrents et rivaux des États-Unis. » La motivation réelle derrière la capture de Maduro était sans doute un mélange de trafic de drogue, d'idéologie, de pétrole et de géopolitique. Une chose est claire, le monde vient de recevoir un rappel de la puissance de l'armée américaine. Trump se vante peut-être, mais il n'a peut-être pas tort. Aucune nation n'aurait pu faire ce que l'Amérique a accompli.